Mais non, ils sont conscients que tout le monde ne fait pas 1 million de vues déjà d'une, mais ils ont quand même cet espoir. C'est de ne pas avoir assez d'expérience dans le réel et dans le concret pour pouvoir savoir ils sont faits pourquoi exactement, tu vois. Que ça ne devient pas compliqué d'inciter des jeunes à faire des études quand ils voient que leur influenceur préféré vont gagner, mais sans abuser, mais 50 voire 100 fois plus que. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Micro 3KS. Le débat du jour, c'est réseaux sociaux et éducation, ennemis ou alliés. Aujourd'hui, j'ai deux grands messieurs, donc je suis très content de les accueillir. Donc à ma droite, Mohamed Koussa, donc le premier franco-algérien champion du monde de lecture rapide en 2017 et notamment aussi champion de France. Donc tu es formateur et fondateur de la MK Academy, donc centre de formation de lecture et carte mentale, qui rencontre un grand succès, donc qui participe à de nombreux championnats du monde, etc. Et tu es aussi ancien professeur de lettres, Voilà, c'est ça? tout à fait, ouais. Professeur de lettres pendant presque 10 ans. Et avant, j'étais instituteur. En fait, je suis rentré par voie de concours et j'étais professeur des écoles. Ok. Et à ma gauche, Riyad Mezedzeri, j'espère que je le prononce bien. Donc, professeur d'éco-gestion, management, marketing, droit dans l'étape secondaire et supérieure de l'éducation à Sarcelles, c'est ça? Absolument, donc moi j'enseigne dans le public depuis maintenant 12 ans, donc je suis professeur d'économie-gestion et j'enseigne principalement donc en gestion, en marketing. Donc là je suis spécialisé et aussi en économie, en droit, management. Voilà. Donc en épreuve d'éco-gestion, ça englobe un peu toutes les matières technologiques. Donc, si on vous a réunis autour de cette table, c'est notamment parce que vous êtes en contact des plus jeunes, notamment dans une période où on doit faire un choix pour la suite et aussi une génération qui utilise énormément les réseaux sociaux. Donc, je vais vous demander de répondre un peu brièvement à la question, après on va développer. Selon vous, est-ce que les réseaux sociaux est un ennemi ou un allié dans l'éducation des plus jeunes? Je te laisse commencer, Riyad, si tu le souhaites. Ouais, si vous voulez. Donc pour ma part, c'est plus un ennemi qu'un allié. Après, c'est un allié parce que dans toute chose, il y a du bon et du mauvais, il y a les avantages et les inconvénients. Tu vois, comme Internet, quand c'est arrivé, on a dit ouais, mais c'est compliqué, il y a plein d'informations. Mais justement, ça a développé plein de choses et ça a été révolutionnaire. Ça a été l'avènement d'Internet était incroyable. Il nous a apporté plein de choses positives, notamment dans la connaissance. Il nous a permis d'accéder à la connaissance plus facilement. On n'avait plus cet outil traditionnel des bibliothèques, de trier de façon manuelle. Et donc ça a été incroyable. Et là, pareil, les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est que c'est quand même énorme puisqu'on a la capacité d'interagir les uns avec les autres et de façon virale. Donc ça, c'est quand même énorme. Il y a un aspect positif parce on peut présenter des choses très intéressantes, mais il y a aussi un aspect négatif. Et moi, pour moi, c'est plus l'aspect négatif qui est aujourd'hui, qu'on développe le plus aujourd'hui. Donc, on reviendra un peu plus tard sur l'aspect négatif. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est un peu délicat quand les gens sont jeunes. Okay. Parce qu'il n'y a pas forcément une éducation à l'outil. Et si on s'en reporte à des études scientifiques sur le développement du cerveau de l'enfant, on sait aujourd'hui que c'est assez dangereux. Il y a des spécialistes, des psychiatres, des médecins, des neuroscientifiques qui disent pas d'écran avant 3 ans. C'est interdit, même pas à la télé. Et après, il y a un projet qui avait été développé par Serge Tisseron. Okay. Si je me rappelle bien, c'est lui. C'est 3, 6, 9, 12. Aucun contact avant 3 ans. Entre 3 et 6, genre un petit peu, et petit à petit, tu vois, jusqu'à 12 ans. Parce que déjà, le cerveau de l'enfant, il n'est pas mature. Okay. Et après, quand on a dépassé ce stade-là de l'éducation première par rapport à ces outils-là, bah, c'est évident qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser les réseaux sociaux. Maintenant, la question, c'est est-ce que les avantages, ils sont vraiment à l'avantage de l'être humain pour de vrai dans sa vie de tous les jours? Je sais pas. Ça, on verra après. Est-ce que moi je fais partie d'une génération qui a grandi avec l'expansion justement des réseaux sociaux. Est-ce que au final, malgré le fait que voilà on soit éduqué sans écran avant un certain âge, est-ce que au final, dans tous les cas, ça va changer parce que les réseaux sociaux vont peut-être, selon les personnes, nous donner une autre éducation? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'au final, ça ne va pas nous influencer de façon dans tous les cas, donc on ait utilisé des écrans ou pas? Ça nous influence parce que déjà, si tu as un discours, peu importe lequel, et qu'on te filme à ton insu, on te met le morceau de vidéo sur les réseaux, tu vas te retrouver sur les réseaux malgré toi. Il y a plein de gens qui sont pas sur les réseaux, ils ont même pas de compte Facebook ou Insta ou autre, et en fait, compte, ils se retrouvent malgré eux comme ça, dans cette situation-là. Non, de toute manière, ça fait partie de notre univers. Ça dépend ce qu'on fait avec. Okay.
Ça dépend ce qu'on fait avec. Et surtout, c'est l'éducation à travers les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans Internet. Les réseaux sociaux, c'est une chose. Mais Internet, c'est plus général que les réseaux sociaux. Après, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec. Aujourd'hui, par exemple, TikTok, si on prend un réseau social précis, TikTok en France et en Chine, c'est pas le même. Ouais, il est limité. En France, la plupart du temps, c'est de la distraction. Ouais. Et en Chine, c'est de l'éducation. Ils vont apprendre des mathématiques, ils vont apprendre de la physique, ils vont apprendre tout un tas de sciences. Et la plupart, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la plupart des gens, quand on parle d'éducation avec les réseaux sociaux, c'est pas pour devenir des Beethoven ou des Emmanuel Macron ou des. C'est du divertissement. En fait, c'est de la distraction. Ouais. Et le problème, il vient de ce qu'on appelle les écrans distractifs. Okay. D'ailleurs, il y a un très bon livre que je conseille à tout le monde sur ce sujet-là, c'est La fabrique du crétin digital. Où l'expression qu'il utilise, Michel Desmurget, c'est les écrans distractifs, pas les écrans. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai de la famille à l'étranger, on est bien content d'utiliser ça pour communiquer avec eux. Des fois sur Facebook, tu as des gens qui mettent des pages sur des thématiques. Ça peut être des passions. Je sais pas, moi, ceux qui aiment bien les timbres, les oiseaux, les voitures, ce que tu veux. Tu as une ressource d'information et de discussion avec les gens. Ça remplace les forums d'avant. Okay. Tu vois? Donc voilà, c'est des choses à contrôler, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses justement, toi qui es avec, toi, on va dire ta tranche d'âge où tu enseignes, c'est à peu près quel âge? Ça part de 15 à 22, 23. Tu sens que ça les influence un peu dans le comportement, on va dire? Énormément. Alors moi, je vois l'impact que ça a sur eux. Alors en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, moi je suis d'accord avec Mohamed, c'est que ça peut être très intéressant si on l'utilise à bon escient, notamment pour la connaissance, la pédagogie, tu sais, qu'on peut mettre des tables de multiplication avec une comptine, des trucs sympas comme ça. Bon, je fabule un peu, mais des choses sympas comme ça qui peuvent être à destination des jeunes. Je sais pas, j'apprends la guerre mondiale avec des petites vidéos, des capsules, des choses sympas, ça peut être cool. Ça peut être intéressant pour eux. Par contre, aujourd'hui, moi, mon problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est divertissant. C'est une source de divertissement pur et dur. L'aspect connaissance, savoir pédagogique, elle est très limitée dedans. Notamment en Europe, notamment en France, chez nous. Donc chez nous, c'est vraiment du divertissement. J'ai besoin de souffler, de me divertir, de rigoler un peu, de m'amuser. Je vais sur les réseaux. Après, moi, c'est ce qui me dérange. Après, le problème, c'est qu'il reste un temps, il reste énormément en fait sur les réseaux sociaux. C'est un temps illimité. Des fois, t'as des jeunes qui peuvent rester 10 heures à scroller. Ils ont une pause juste pour déjeuner, dîner. Je veux dire, non, mais Je fais partie de... Non, mais c'est incroyable. Et je trouve ça, moi, je trouve ça problématique. Ouais, je trouve ça problématique parce que quand on se concentre sur du divertissement pur, on n'a plus notre cerveau, il est plus formaté pour apprendre, pour mémoriser. On peut plus mémoriser. On est sur des vidéos courtes, des formats qui sont très courts. Du coup, je suis sûr que tu demandes à un jeune aujourd'hui, je sais pas, t'as vu quoi il y a 2 jours, qu'est-ce qui t'a marqué? Il y a eu tellement d'informations. Mais là où c'est intéressant, ce que dit Riyad, c'est déjà l'outil lui-même, c'est-à-dire les algorithmes, comment ils ont été créés, ça pose un problème sur la manipulation du cerveau humain. Okay. C'est-à-dire que si on avait juste un outil inoffensif qui te permet simplement de communiquer, de partager du contenu, c'est pas grave. La difficulté, c'est que si on prend l'exemple de celui qui a inventé l'infinity scroll, c'est-à-dire le fait de scroller comme ça de manière sans s'arrêter. Et l'algorithme, il lit les temps de réaction que tu as par rapport à tes yeux. Ouais. Et en fonction du temps que tu mets à regarder un contenu, il te propose le même genre de contenu plus bas. Ouais. Ça, quand il l'a fait, le principe d'Infinity Scroll, c'est pas exactement ça. Mais quand il l'a fait, il a tellement regretté, parce que lui, il avait fait un programme gratuit. Il l'a mis dans un forum et les grandes sociétés l'ont adapté. Okay. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont créé un mouvement aux États-Unis contre les réseaux sociaux, et c'est que des anciens de chez Google, de chez Instagram. Le mec qui a inventé... Donc la source, enfin ceux qui l'utilisent à la source, au final, et le leader, est contre ça. Oui, contre ça. Et le leader de ça, c'est le père spirituel de la réalité virtuelle aux États-Unis. Okay. Une espèce de rasta et tout. Il a même pas de téléphone portable. Et ce mouvement-là, il dit en fait, au début, nous, on avait une intention d'innovation technologique. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux s'en sont emparés pour faire autre chose qui correspondait pas à ce qu'on voulait. Par exemple, celui qui a inventé le like. Ouais. Le bouton like. Avant, il n'y avait pas de bouton like. Il y a des évolutions comme ça dans les réseaux sociaux. Il a dit, moi, si le jour où j'ai inventé le like, je me suis dit qu'il y avait des filles qui allaient se suicider par rapport au nombre de likes, parce qu'elles n'avaient pas assez de likes ou parce qu'il y avait une histoire et tout, il a dit, je ne l'aurais jamais fait. Donc,
oui, c'est utile comme plein de choses, sauf que là, l'outil lui-même, il pose un problème. Il pose un problème sur, par exemple, la mémoire. Le fait de regarder des vidéos d'un certain temps, par exemple. Les shorts, ça dure combien de temps? 3 secondes, 5 secondes? Ouais, c'est de plus en plus court à chaque fois. C'est encore plus court que la mémoire du poisson rouge. Le poisson rouge, on dit à quelqu'un, c'est une mémoire de poisson rouge. En fait, le poisson rouge, il a une mémoire de 8 secondes. Justement, ça, on en parlait il n'y a pas longtemps. Est-ce que toi, tu sens de ceux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, tu n'arrives pas à les avoir vu que tu es prof, donc ils doivent t'écouter. Tu sens que la concentration elle part vite. Par exemple, tu parles au bout de 10 minutes, tu sens que le regard il est déjà ailleurs. Parce que justement, il y a cette consommation rapide et tout ça. Est-ce que vous deux, de toute façon, vous avez tous les deux des jeunes très souvent devant vous. Est-ce que vous sentez que la concentration elle commence à disparaître un peu? Alors moi, oui, je le sens énormément, ouais, bien sûr, parce qu'en fait, moi, je fais des blocs de 2 heures. Tu sais, quand on est en éco-gestion, c'est beaucoup des blocs de 2 heures, parce qu'on a plein de choses à faire sur un temps limité. Et du coup, sur un bloc de 2 heures, tu as 50 minutes où ça va, où les élèves sont réceptifs, sont plus ou moins captivés. La deuxième heure, c'est terminé. Dès qu'on arrive à la 1h30, c'est terminé. Il y a plus, ils sont inertes. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la capacité à t'écouter, à mémoriser, et ça devient très complexe. Mais Donc encore c'est 50 minutes, je trouve ça bien, entre guillemets. Mais est-ce que tu sens que même, tu sais, au bout des 10 minutes, hein, je te dis une bêtise, hein, tu sens qu'il y a certains regards qui commencent à aller vite ailleurs? Après, ça Ou ça dépend va? ça dépend du format du cours. Après, par exemple, moi, des fois, aujourd'hui, on essaie d'être le plus ludique possible. Donc, on essaie de mettre en place des supports visuels, etc., des vidéos. Ouais. Et ouais, quand la vidéo, elle est longue, absolument. Je le ressens, parce que comme ils ont l'habitude des shorts et des vidéos très courtes, mais quand tu leur mets une vidéo de 5 minutes qui va traiter d'un problème économique, ou qui va te développer une notion économique, etc., donc, du coup, ils auront du mal à se concentrer. Ils vont se concentrer pendant 1 à 2 minutes et ils vont pas aller au bout de la vidéo. Et quand tu les interroges sur le contenu de la vidéo, bah, il y a très peu d'élèves qui sont capables de sortir les mots-clés, quoi. Tout à fait. Pareil de ton côté? Énormément, surtout moi, la plupart des gens que j'ai en formation, c'est problème de concentration. Ok, Et ça concerne aussi bien des jeunes que des gens qui ont 40, 50 ans. ok. C'est un peu Qui, tout le monde qui est touché par ça. Est-ce qu'ils ont l'impression qu'à un certain moment de leur vie, ils n'ont plus la même capacité qu'avant? Ils disent, Ok. ouais, j'ai des problèmes de concentration. En fait, le problème de la concentration, c'est un problème qui a plusieurs niveaux. Il y a un niveau psychologique, mais il y a un niveau aussi physique. Ok. Aujourd'hui, on a la multiplication de ce qu'on appelle les TDAH, troubles de l'attention avec ou pas hyper, comment on appelle ça, hyper, comme il bouge partout là, Hyperactif. ouais, avec hyperactivité. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont éduqués dans de l'excitation permanente. Le cerveau, il est constamment stimulé et il n'y a pas ces temps, si tu veux, de digestion. Et ce temps de digestion, comment tu l'as, par exemple? Tu l'as parce que tu habites dans un endroit avec la campagne. Tu habites dans un endroit, il y a des animaux. Tu habites dans une maison, il y a des livres. Ok. Et quand tu prends ton temps pour lire, ça demande une digestion. C'est plus long de consommer une page d'un bouquin que de consommer de la vidéo. En plus, dans la vidéo, on te met quoi? Un cheval qui rigole avec une souris, tout le monde rigole. Non, je te jure, c'est vrai. Ou alors un accident de voiture. Parce qu'il y a le côté voyeur, tu vois. Alors que là, tu lis une information écrite, ça te demande de traiter de l'information, ça demande de la concentration, ça demande, tu vois, de te poser. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont de moins en moins concentrés. Non, Tu fais le test très simplement. Essaie d'avoir une discussion avec quelqu'un sur un sujet plus d'un quart d'heure, sans dévier du sujet. c'est compliqué. Et la plus... Quand Oui, il y a un débat comme celui-là, tout à fait. Parce que les gens n'ont pas si tu veux, un cheminement de la pensée. Comment tu peux avoir un cheminement de la pensée? Tu l'as parce que tu es habitué à des activités qui vont te demander de te centrer. Et parmi ces activités, tu as les arts martiaux, s'occuper des animaux, s'occuper de quelqu'un aussi, tu vois. Ça développe l'empathie, le fait de se centrer sur quelqu'un. Ça développe la patience. Okay. Mais aujourd'hui, tu as des élèves, tu es en cours, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, si tu les fais pas rire, ça y est, l'autre, il va commencer à chamailler. Puis, en plus, tu es dans des classes, tu te retrouves, l'autre, il est dyslexique. L'autre, il parle, il vient de Roumanie ou d'Algérie. L'autre, il est handicapé, il voit pas bien. Il est en situation de handicap, il entend pas bien. Tu te retrouves avec tout un tas de profils différents. Tous, ils font des écrans. Ouais. Et tu te retrouves avec des tellement de disparités et de problèmes liés aux écrans qu'à un moment donné, bah, tu fais ton cours comme tu peux. Tu vas en perdre plus de la moitié. Et en fait, bah, après, ça dépend que ce système, où il veut emmener les gamins, les enfants, les élèves.
vont remplir comment dire, l'orientation, ça reste aussi un gros problème. Et c'est pour ça qu'on disait qu'aujourd'hui, il y a des enfants, ben, on les met dans des voies, mais la société, ce qu'elle propose, c'est complètement différent. Donc, ils se retrouvent avec une excitation dans la société, un truc qui va hyper vite, et tu vas à l'école et c'est lent, c'est relou, c'est Justement, pénible. c'est le prochain thème, justement, c'est l'orientation. Vous êtes en contact de jeunes qui vont vers la vie active, qui vont vers les études, voire même du travail. Est-ce que ça ne devient pas compliqué d'inciter des jeunes à faire des études quand ils voient que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, leurs influenceurs préférés vont gagner, mais sans abuser, mais 50 voire 100 fois plus que après avoir fini justement leurs études? Est-ce que toi, par exemple, en plus, tu arrives dans la période lycée quand tu les as, etc. Est-ce que toi, est-ce que ça devient compliqué de leur parler de ce sujet-là? Alors moi, j'ai beaucoup d'élèves de terminale, justement, qui sont dans le moment où ils doivent choisir leur orientation, Parcoursup, etc. Ouais. Et c'est vrai que, bon, après nous, c'est des étudiants, donc ils ont fait leur cursus scolaire, donc ils ont un parcours scolaire. Ils ont du mal, bien évidemment, à trouver quelque chose qui les captive, mais ils ont plus ou moins une idée. Est-ce que je veux faire de la compta? Est-ce que je veux faire peut-être de la ressources humaines, etc. Ils ont déjà cette capacité qui est pas mal, mais c'est vrai qu'avant le bac ou même pendant le bac, hein, il y a plein de jeunes qui gardent en tête que leur objectif principal, c'est vraiment de devenir influenceur, Ah ouais, t'en as créateur de beaucoup. contenu. Bah, il y en a énormément, mais je pense qu'il y en a qui sont conscients. Il y en a qui sont quand même conscients du fait que c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et t'en as d'autres qui restent dans l'espoir, qui se donneront peut-être les moyens et qui se disent qu'en fait aujourd'hui, comme c'est devenu très viral, et qu'aujourd'hui n'importe qui dans sa chambre, il lance une caméra et il se met sur TikTok, il suffit que la vidéo, voilà, elle ait plus un minimum de personnes et ça devient très viral. Et après, ça peut créer le buzz, ça peut être vu par des millions de personnes, et ça peut l'inciter à continuer à faire des vidéos scénarisées, etc. Bah, comme le système des réseaux sociaux actuels. Mais non, après, je pense que les jeunes, ils ont quand même conscience, un minimum, mais c'est vrai que pour la plupart, ils sont dans le rêve. Pour la plupart, ils se disent, mais je peux toucher 50 000, 100 000 euros par mois en diffusant du contenu, en me filmant. Est-ce que tu sens qu'il y en a, ils misent tout dessus, Non, non. complètement? Ou Non, je ça pense va? pas qu'ils misent tout dessus, non, je dirais pas ça, mais je pense que ça leur fait beaucoup de mal. Je dirais pas qu'ils misent tout dessus, mais je pense que comme ils ont un gros espoir aussi que ça leur arrive à eux, bah ils vont se limiter sur d'autres aspects. Ils vont se limiter sur, je sais pas, sur leur passion, sur les études supérieures, ça va les limiter parce qu'ils ont quand même un gros espoir. Mais je dirais pas qu'ils misent tout là-dessus, non. Ok. Je n'irai pas jusque là. En tout cas pas. Après, moi, faut savoir que j'ai des lycéens, hein. Les lycéens, ils ont un objectif, Ah ouais. c'est d'avoir le baccalauréat. Ben oui, Ouais. ben oui. J'ai aussi Post-bac. des post-bac, donc je fais des études supérieures en BTS. Et pareil, leur but, c'est d'avoir un diplôme, le maximum de diplômes après le bac, bien évidemment, hein, aller en licence, master, etc. Donc il y a quand même un enjeu, il y a quand même cet enjeu pour la grande majorité de se dire, voilà, je suis là pour faire un minimum d'études. Et pour certains, bien évidemment, c'est de l'argent facile. Si je peux devenir influenceur, je fais des vues. Moi, j'ai déjà eu des élèves qui faisaient énormément de vues Ok. et qui étaient populaires auprès des autres élèves de la classe parce qu'ils faisaient des vues. Ouais, c'était un peu les célébrités Ok. juste parce qu'ils faisaient des vues, parce qu'on les avait 500 000 vues, je sais, 1 million de vues, des fois ça jusqu'à 1 million de vues certaines vidéos. Ah oui, ouais, c'est Et énorme. bah, ils étaient populaires. Ah ouais, C'était c'est waouh, tu sais, lui il fait des vues et tout, et ils étaient Mm. contents. Tu sais, Ouais, c'était- ouais. Mais non, ils sont conscients que tout le monde ne fait pas 1 million de vues déjà d'une. Ils sont conscients que tout le monde n'arrivera pas, mais ils ont quand même cet espoir Ok. parce que c'est accessible. Moi, à mon époque, les stars, c'était quoi? C'était les footballeurs, Voilà, c'est ça. les comédiens, C'est ça, c'est les ça. acteurs. Le cinéma, Peut-être la le télé-réalité à un sport. moment. Hein, Ouais. on arrivait à l'époque de Love Story. Là, Ouais, ouais. c'est Love voilà, Story, c'est ouais. ça, c'est Ouais, les ouais. premières télé-réalités Ouais. d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, ouais. On les a découverts. Moi, j'étais adolescent à l'époque. C'est vrai que ça nous faisait rêver aussi. Hein. Moi, quand je voyais ça quand j'étais adolescent, je me suis dit pourquoi je serais pas dans la maison, je gagnerais de l'argent, ça peut Ok. être ludique. Ben, c'est sûr qu'on est ado, ça fait rêver ce genre de choses. C'est Mais c'était normal aussi. inaccessible. C'était inaccessible. Ouais. Fallait faire des castings, fallait qu'ils nous sélectionnent. Il y avait une personne sur je ne sais combien. Aujourd'hui, tu vas dans ta chambre, tu allumes ta caméra, tout le monde peut le faire, ça. Ouais. Et après, les gens, ils te De... contactent quand ils sont Absolument. intéressés, Ouais, ils voient pour ce te que tu monétiser, fais. voilà, Voilà. tu as un manager qui va t'appeler, qui va te contacter. Tu as des maisons qui gèrent les influenceurs, pareil, hein, Ouais, tout à Ouais, qui fait. vont te les contacter, agences. et les Ouais. agences, etc. Donc après, ça se développe très vite. Ouais, ouais. Et toi, pareil, toi, tu les as un peu plus vieux ou tu Moi, les as non, à peu près le même moi, en âge? fait, comme je fais de la formation maintenant, j'enseigne plus en classe, donc j'ai de tout. Ok. Demain, j'ai une formation, j'ai des CM1, CM2. Ah, ok. Là, après-demain, j'ai des lycéens, Mm. mais j'ai des fois des gens qui sont en doctorat, tu vois. Ok. Ils veulent développer leurs compétences de lecture. Moi, la question qui m'intéresse beaucoup, c'est celle des études et du travail. Ouais. Ça veut dire que la société actuelle, elle est héritière un peu de ce qui se faisait avant.
c'est je fais des études pour avoir un boulot. Ouais. Et ça, moi, c'est quelque chose, quand j'enseignais tout le temps, je mettais en garde mes élèves de faire la différence entre étudier un domaine et travailler. C'est quoi la différence? La différence, c'est que tu peux très bien avoir une passion pour un domaine, les mathématiques, l'histoire, l'archéologie, étudier à fond dedans et pas nécessairement travailler. Il ne faut pas donner une valeur marchande à l'étude, tu vois, à la science. La science et la connaissance, c'est des choses qui te nourrissent spirituellement, intellectuellement. Okay. C'est des choses qui construisent ton identité, ta personne. Et quand tu aimes bien apprendre, tu as l'impression que tu peux te passer du travail. Et que même si tu fais un travail, on va dire, entre guillemets, alimentaire, pour subvenir à tes besoins, le fait que tu continues d'apprendre, ça te permet de trouver un équilibre dans ta vie. Évidemment, si tu trouves un travail dans ta passion, c'est magnifique. Tu as un archéologue, tu vois, il fait des études d'histoire et tout ça, il va dans des pays, voyage, il fait des fouilles, il fait des fouilles archéologiques et compagnie, ben c'est magnifique. Tu vois? Donc toi, tu inciterais plus à trouver quelque chose qui te passionne et à l'étudier que se dire ça va, tant mieux si ça t'amène à un métier, mais trouver quelque chose qui va te passionner, qui va te faire grandir. En fait, moi ce que je pense, c'est que les gens doivent trouver leur mission de vie. Ok. Et la mission de vie, c'est pas nécessairement un travail. C'est la raison pour laquelle on est là. On n'est pas là simplement pour regarder des vidéos et manger fast-food et après se mettre en couple, faire des enfants et mourir comme si le dernier des animaux, il fait la même chose, tu vois. Non, moi je pense qu'on a une mission profonde et que le malheur des gens et des jeunes encore plus aujourd'hui, c'est de ne pas avoir assez d'expérience dans le réel et dans le concret pour pouvoir savoir ils sont faits pourquoi exactement, tu vois. Okay. Moi je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire des grandes études. Absolument. Ça, pas du tout. C'est pas mon discours. Je suis d'accord aussi. Il faut être naïf pour penser ça. Il y a un moment donné, on poussait les gens à faire le bac général parce que c'était le bac. Non. Quelqu'un, pour moi, un bon menuisier, c'est quelqu'un, ça y est, il a trouvé sa voie, c'est sa mission, qui nous fasse des beaux meubles avec une âme. Comme ça, on va arrêter d'acheter des meubles faits, tu vois, pour tout le monde la même chose, tu vois. Il y en a, ils sont faits pour être enseignants. Il y en a qui sont faits, ils ont un côté justice. Peut-être c'est mieux pour eux d'être avocat ou policier, tu vois. Moi, voilà, il n'y a pas de fermeture, si tu veux, tu vois, pour opposer les études avec le travail. Par contre, aujourd'hui, avec les réseaux, le travail, c'est plus la variété de travail, c'est plus accessible qu'avant, tu vois. Aujourd'hui, tu peux tester des choses. Et aujourd'hui aussi, on a vu que dans le recrutement, même les gens qui viennent sont plus exigeants qu'avant. Avant, quand tu allais à un entretien, tu étais là, tu avais peur et tout, le CV, la cravate, le costume, le truc, tu viens. Tu fais attention à ce que tu dis, tout ça, tout est millimétré. Là, dernièrement, je parlais avec un entrepreneur. Il me dit, je recrute quelqu'un. Il me dit, on discute. Et au bout d'un moment, il lui donne, je ne sais plus si c'était par rapport au salaire ou par rapport aux horaires. Elle dit, franchement, voilà, je pense pas que ce soit fait pour moi. La personne se lève, elle part. Okay. C'est normal, en fait, tu vois. Nous, dans notre tête, il y a 20 ans, 30 ans, jamais tu peux faire ça. La fameuse Gen Z qu'on voit récemment sur les réseaux sociaux qui bouleverse un peu le monde du travail. Mais quelque part, c'est bien aussi, je trouve. Okay. Si tu veux, avant, il y avait une rigidité dans le système, tellement rigide qu'il y en a eu des suicides chez France Télécom à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Tu as plusieurs des policiers qui suicidaient ou des médecins qui suicidaient sur le travail. Mais aujourd'hui, il y a, si tu veux, cette liberté que les jeunes ont. Quelque part, c'est fascinant. Ouais. Mais en même temps, quand c'est hors de contrôle, c'est ça qu'on a peur aussi. Et quand c'est hors de contrôle et que c'est pas avec un sens de la responsabilité, ils peuvent perdre des opportunités, ils peuvent ne pas mesurer la conséquence de leurs actes, et c'est ça qui est dommage. On en parlait juste avant. Ça me fait rebondir là-dessus, j'ai une idée, puisqu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le ressens, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus les mêmes codes sociaux. On est en société, à un moment, on a des codes, il y a des normes, c'est-à-dire qu'on peut pas faire ce qu'on veut dans une société, on vit les uns avec les autres. Et on doit respecter des normes spécifiques, des codes, une culture, quoi, finalement, hein, qu'on soit en entreprise, qu'on soit dans une institution, qu'on soit même dans la rue, etc. On a des codes à respecter dans nos interactions les uns avec les autres. Et aujourd'hui, moi, ça, c'est un des phénomènes des réseaux sociaux, je pense, hein, selon moi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus de codes sociaux parce qu'ils sont dans l'irréel. Parce que comme ils naviguent, ils expérimentent un monde virtuel et ils vivent dedans, ça les déconnecte du monde réel. Et je pense que quand ils reviennent dans le monde réel, au fait, finalement, il y a des choses qui leur paraissent normales, au final, ou peut-être morales et qui pourraient être immorales, et ainsi de suite.
Et en fait, il le voit même pas. Ce qui est choquant, c'est qu'il s'est même pas fait exprès. C'est qu'en fait, comme on est connecté dans un monde virtuel constamment, dès qu'on revient sur un monde matériel, le vrai monde, quoi, eh ben, on a du mal à se connecter, on a du mal à savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, etc. Et ça, pour moi, c'est un trouble qui est dangereux. T'as des exemples, par exemple, c'est quoi? C'est dans la façon de parler, de se Bah, comporter? par exemple, oui, tout à fait. Par exemple, moi, à mon époque, le prof, on avait du mal des fois, je leur disais, ils sont morts de rire. On avait du mal à le regarder dans les yeux. On avait un respect, mais c'était le professeur en face. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le prof, c'est leur pote. Et limite, parfois, s'ils sortent, pas tous, hein, bien évidemment, mais t'as des jeunes, ils le font pas exprès, hein. Le pire, c'est qu'ils le font même pas exprès. C'est qu'il n'y a pas une intention de nuire ou pas, hein. C'est que pour eux, c'est normal. Pour eux, on va t'aborder comme on aborderait son copain, hein, ou son camarade, etc. Alors, il faut les recadrer, leur expliquer, etc. C'est des choses qu'ils oublient. Pourquoi? Parce que justement, ils se connectent à un monde virtuel. Mais on est Ouais. aussi une génération qui veut casser les codes beaucoup. Surtout la génération qui est là et qui arrive. Par exemple, on prenait l'exemple avant, et là, c'est un peu le bon côté des réseaux sociaux, c'est qu'on ne veut plus être dans les codes classiques de l'entreprise, etc. Tout le monde, enfin, une grosse majorité veulent monter leur propre business pour avoir justement cette dépendance. Est-ce que ça, vous le voyez que ça y est, on a passé un cap et que cette génération veut casser les codes et avoir cette liberté, etc. Non, après, Vas-y, je vas-y. me permets, Mohamed. Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, non, casser les codes dans ce sens-là, moi, je trouve ça excellent. Comme disait Mohamed, c'est fascinant. Aujourd'hui, il n'y a plus cette rigidité. La jeunesse apporte une fraîcheur. Elle apporte des choses dont nous-mêmes, on n'aurait pas pensé, puisqu'il y a un petit renouveau, ça se modernise un peu, et c'est marrant. Mais moi, je parlais de code dans les interactions sociales. Ok, Dans les interactions sociales. Moi, je pense que dans les interactions sociales, il y a du respect à avoir les uns avec les autres. oui, toujours. On peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. On peut pas aborder un individu comme on en aborderait un autre, et ainsi de suite. Vous voyez? Et moi, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui. Je parlais de ces codes-là. Mais bien évidemment que le fait, pour démarrer là-dessus, de casser les codes pour justement entreprendre, etc., moi, je trouve ça fascinant, hein. Le terme était Non, approprié. bien sûr. Moi, je trouve ça fascinant parce que ça apporte une fraîcheur. Et c'est des choses qui font très bien. Je pense qu'à l'époque, on avait moins d'appétence pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, bon, après, c'est vrai que dans la société, on met beaucoup en avant l'entrepreneuriat avec des régimes micro-simplifiés, etc. Après ça, c'est aussi des volontés publiques. Absolument. C'est-à-dire Ouais, que absolument. dans les années 70, on va dire après la Deuxième Guerre mondiale, 60, 70, 80, 90, 2000, c'était tu vas te former pour travailler dans une entreprise. Et tu vas rester beaucoup d'années. Oui, et tu vas rester comme ton père il était dans l'entreprise, si possible, tu vas rester toi aussi dans l'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, le modèle il a changé. Mm. Et bon, je vais faire un peu de politique, mais la volonté de détruire le CDI, comment tu détruis le CDI? Tu fais croire que tout le monde il peut être son propre patron. Ok. Mais c'est vrai que tout le monde peut être son propre patron. Mais l'image qu'on va te vendre, c'est pas celui qui a une supérette en bas de chez toi, tu vas acheter une canette de Coca à 5 euros, tu vois. Mm. Non, on te montre Bill Gates, on va te montrer Mark Zuckerberg, on va te montrer que des mecs de quoi? Elon Musk. Ouais, on va te montrer les gens des réseaux sociaux et Ok. de ce monde-là pour te les ériger en modèle. Mm. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multiplication des entreprises, mais il faut savoir que la moitié des entreprises qui ouvrent, elles ferment la même année. Ok. Donc il y a une montée de l'entrepreneuriat, mais aussi une montée d'échecs Bien sûr, dans ce domaine. bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas monter des Oui. business, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des affaires, ça veut dire qu'il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, pas du tout. Mais quand on y va, c'est aussi si on veut se construire un avenir. Aujourd'hui, on a par exemple la destruction de l'âge de la retraite. Ok. Mais si tu n'as jamais travaillé de ta vie, ni tu as monté ton business ou ton montant, à chaque fois tu rates parce que tu n'as pas la culture de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste ouvrir le business, c'est le gérer. Absolument. C'est ça la difficulté. Et si après toi, tu n'as pas bossé dans une entreprise et que tu n'as pas cotisé, tu fais comment pour la retraite? Ouais. Ni d'un côté, tu as fait ce que tu voulais faire vraiment avec ton entreprise, ni de l'autre côté, tu vas avoir Alors même les influenceurs, ils payent énormément d'impôts. D'ailleurs, Ouais. c'est pour ça qu'ils vont tous à Dubaï. Bien sûr. Parce que l'argent, on sait qu'il n'y a pas la même pression fiscale ici que là-bas. Mais il y en a très peu. Voilà, c'est pas la majorité des influenceurs, ils vont pas aller à Dubaï. Ok. Absolument. Et pour revenir sur l'entrepreneuriat, moi je suis tout à fait d'accord avec Mohamed. C'est qu'aujourd'hui, entreprendre, il faut avoir la fibre. Bon, eux, ils ont la fibre et c'est très bien. Et c'est Ouais. le bon début. Donc, il y a une étincelle. Mais c'est comme tout. Dès que tu crées une entreprise, il faut faire un business plan, un business model. C'est juste qu'ils s'apprennent.
C'est pas des choses qui viennent de nulle part. Et c'est des choses qui s'expérimentent, qui se pratiquent, qu'on apprend, bien sûr. Hein. Et c'est ce que je leur enseigne, hein, moi notamment. Mais je veux dire, aujourd'hui, on peut pas entreprendre comme ça. C'est-à-dire entreprendre, comme disait Mohamed, c'est facile. Mais rester dans un secteur d'activité et voilà, et générer de la marge, générer des marges et se faire du bénéfice, c'est très difficile. Une clientèle, faire un chiffre d'affaires, ça c'est très difficile. Ça c'est une mécanique qu'on doit apprendre à se roder et qui sera ensuite rodée. Mais pour ça s'apprend, c'est comme tout. C'est-à-dire que le jeune aujourd'hui qui a une appétence, qui veut se lancer, c'est très bien. Mais je pense qu'à un moment dans son cursus, il doit avoir cette capacité à apprendre et à savoir comment s'y prendre. Parce qu'une fois qu'on le jette dans l'entrepreneuriat et qu'il est dans son secteur, faut se pérenniser. Et le problème, c'est comment se pérenniser, c'est ça la question. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, je sors de, voilà, j'ai pas fait de longues études. Voilà, je vais être ultra dépendant. C'est-à-dire demain, je vais créer une entreprise, je vais devoir payer je ne sais combien pour monter un business plan, je ne sais combien pour faire de la comptabilité, alors que tout ça aurait pu se faire de soi-même. On aurait pu créer une vraie valeur ajoutée, ouais. Et moi, justement, ce que j'enseigne aujourd'hui en STMG, je dis à mes élèves, hein, le programme aujourd'hui en STMG, sur ces technologies du management et de la gestion, un élève d'STMG qui a un beau parcours scolaire et qui a de bonnes notes, il est absolument capable d'entreprendre. Il a toutes les clés en main. On leur apprend qu'est-ce qu'un statut social, comment développer son statut social. Il se concentre bien sur son parcours au niveau du bac et voir un peu plus. Il a toutes les armes pour bien. Absolument. Parce qu'on parle du contrat de travail, on va parler de la rémunération, qu'est-ce qu'un bulletin de salaire, comment ça fonctionne, comment on recrute. C'est ça la gestion. Hein. Quand on parle de gestion, comptabilité, qu'est-ce qu'un compte de résultat, un bilan, comment ça fonctionne. Justement, c'est de l'après. Hein. Ça peut te détruire une entreprise. Si tu fais pas ta gestion correctement. Absolument. Si au niveau des comptes, t'es pas carré, c'est la fiscalité. À un moment ou à un autre, c'est des amendes énormes, c'est des liquidations judiciaires, ça va très très vite, justement. C'est des choses avec lesquelles il faut absolument pas rigoler. En parlant justement un peu de cours, etc., il y a quelque chose qui a bouleversé le monde et qui s'est démocratisé, on va dire, sur les 2 dernières années, c'est l'intelligence artificielle. Donc, notamment, on va parler de ChatGPT, etc. C'est quelque chose c'est on va dire un gros outil que beaucoup utilisent au quotidien. Vous, en tant que prof et formateur, à mon avis, au début, quand c'est arrivé, ça devait être une migraine pour vous quand vous avez vu que les élèves, par exemple, les devoirs maison, c'est ce que je disais avec un ami avant. Les devoirs maison, maintenant, ils doivent être faits la veille, mais en 2 secondes, non? Ouais, tout à fait. Absolument, c'est un fléau. Ouais. Moi, je le vois, l'intelligence artificielle. Une fois, j'avais donné un devoir à des élèves. Et l'élève, il me le rend. Et c'était pas encore l'intelligence artificielle, tu vois, il utilisait Internet et tout. Je lui dis, mais c'est pas toi qui as fait ça. Il me dit, si, monsieur, je vous jure, c'est moi. Je lui dis, je dis, même moi, j'écris pas comme ça. Je lui dis, même Molière, il écrit pas comme ça. Je lui dis, arrête, s'il te plaît. Donc, je dis, vas-y, dis-moi la vérité, tu refais ton truc et tu me prends pas la tête. En fait, l'intelligence artificielle, c'est comme beaucoup d'innovations technologiques. Il y a les gens, c'est toujours les derniers au courant. Il y avait des gens qui étaient déjà au courant avant, notamment dans les hautes sphères, dans l'entreprise, les techniciens, les ingénieurs, etc. Et nous, on arrive quand le produit, il est déjà là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Et la difficulté, c'est toujours la même. C'est quoi? C'est l'éducation à l'intelligence artificielle. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme ce qu'on disait Internet, c'est comme une voiture, tu vois. Dès qu'il y a une innovation, tout de suite, il y a les gens émerveillés. Wow, tu vois, c'est magnifique et tout, je fais mon devoir en 2 secondes. Et il y a les sceptiques. Non, mais c'est pas bien, l'intelligence humaine et tout. En fait, l'intelligence artificielle ne peut bien s'en servir que quelqu'un qui est déjà intelligent. C'est-à-dire que quand je dis intelligent, c'est pas non plus, faut pas être Einstein, faut pas l'abuser. Par contre, pour bien interroger l'outil et en tirer le meilleur bénéfice, faut que tu saches comment demander à la machine. Et pour demander à la machine, ça suppose que toi, déjà dans ta tête, c'est clair et c'est structuré. La machine va te proposer un contenu, elle va te proposer un projet, elle va te proposer une réponse. Comment tu vas pouvoir, toi, apprécier le degré de la réponse? Si tu es quelqu'un, tu n'as aucune connaissance, tu prends ce qu'elle te donne. Et là, tu es esclave de l'outil. Absolument. Mais si tu sais que, moi, combien de fois j'ai fait le test, je disais, fais-moi ceci. Après, il me le fait. Je dis, non, c'est pas comme ça, il faut changer ça. Il change. Non, c'est pas comme ça. Et en fin de compte, sur des trucs très pointus, juste pour l'instant, en tout cas, ChatGPT, je ne sais pas les autres, ça fait pas l'affaire. Mais il faut avoir un certain niveau, il faut connaître. Absolument. Moi, je rebondis sur ce point. L'intelligence artificielle, pour moi, aujourd'hui, c'est un fléau. Pourquoi c'est un fléau? Parce que c'est un outil. Tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, on a parlé d'Internet. Comme chaque nouveau outil qui met en place ce qu'on appelle la rupture technologique. Une rupture technologique, c'est qu'on arrive avec une technologie qui n'a jamais existé auparavant. Donc,
parlait du smartphone, de la tablette, on parlait d'internet, des réseaux sociaux, etc. Donc là, on a une vraie rupture technologique. On a quelque chose qui est tout nouveau, c'est-à-dire qu'on a un outil qu'on peut utiliser pour pas développer des connaissances, mais pour exploiter des connaissances. Voilà. On a un outil qu'on peut utiliser qui nous permet d'exploiter des connaissances. Le problème, c'est que moi je trouve ça extraordinaire. Et même dans le niveau de au niveau de l'enseignement et dans mon secteur, c'est très bien. Parce que pourquoi? Parce que ça complète, c'est complémentaire. Donc moi, pour un élève, j'ai aucun mal à ce qu'il utilise l'intelligence artificielle si c'est un complément des connaissances qu'il a déjà acquises. C'est cohérent, ça lui permet d'avoir un plus, de développer certaines connaissances, d'apporter quelque chose de nouveau, il n'y a aucun problème. Mais par contre, comme disait Mohamed, si on utilise l'intelligence artificielle et qu'on lui demande quelque chose et qu'on prend la chose telle qu'elle et qu'on ne sait même pas, on maîtrise même pas le contenu, ben là on devient esclave de la machine. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui parce que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a étudié, c'est qu'on a lu, c'est qu'on a on a un minimum de connaissances et d'acquis, de compétences qui nous permettent, voilà, de bien analyser, de comprendre, vous voyez, etc. Et aujourd'hui, il y a certains jeunes qui n'ont pas ça. Et comme ils n'ont pas ces capacités argumentatives, d'analyse, de connaissances, etc., lorsqu'ils utilisent ChatGPT, bah, C'est des esclaves. voilà, c'est ça en fait. Ils reproduisent quelque chose qui est fait tel quel. Moi, ça m'est arrivé. Je mets des devoirs à maison à des élèves, en économie notamment, même en BTS, et j'ai des élèves qui me font du ChatGPT, mais en fait, ils ne se sont même pas pris la tête. Ils ont fait une photo de l'exercice avec les questions et les documents, le corpus documentaire, et ça a attiré quelque chose, mais ils étaient complètement à la ramasse. Pourquoi? Parce que, comme disait Mohamed, ils ne savent pas utiliser l'outil. Parce qu'ils l'ont demandé, voilà, fais-moi les exercices en me basant sur les documents. Si maintenant ils avaient un minimum de connaissances et qu'ils avaient orienté l'outil pour avoir des réponses beaucoup plus pertinentes, là, ça aurait été extraordinaire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir 5 fois le même devoir? Non, parce que parfois, l'intelligence artificielle, ça génère, c'est tellement puissant que ça va générer des nouveautés, ça ne génère jamais la même chose. Et en fait, c'est en fonction de toi et de ce que tu lui avais demandé avant sur d'autres questions. Absolument. Il s'adapte à toi, tu vois. Donc, il n'y aura pas deux réponses pareilles. Par contre, il peut y avoir des sources qui sont les mêmes. Ça, les sources, ça peut être les mêmes, tu vois. Non, moi, je pense que sur cette question-là de l'éducation et de l'intelligence artificielle, les profs qui seront les plus, on va dire, malins, c'est ceux qui vont faire utiliser leurs élèves l'intelligence artificielle en les éduquant, en leur disant, voilà, je vous donne un devoir sur ChatGPT, vous allez utiliser ChatGPT pour intégrer ChatGPT et enlever le côté subversif. Ça a été fait. Ça a été fait quand j'ai sur mon master. Quand c'est arrivé ChatGPT l'année dernière, là, il y a 2 ans, à peu près une mi-journée, ils ont changé le programme en cours d'année. Ils nous ont dit, OK, on va vous apprendre à l'utiliser. Justement, nous inciter à l'utiliser pour à bien le truc. Est-ce que justement, ce truc-là, comme on parlait des réseaux sociaux et on va pratiquement finir dessus, est-ce qu'au final, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, est-ce que de toute façon, les jeunes vont l'utiliser. Donc, de toute façon, c'est là. Est-ce qu'on ne doit pas justement les éduquer à gérer son image sur Internet, à les éduquer sur les risques qu'il peut avoir, mais aussi les bonnes choses, et voilà, les accompagner dans ça pour pas justement qu'ils aient une mauvaise utilisation de... Ça existe déjà, c'est ce qui se fait déjà. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, moi j'enseigne également en seconde. Les sciences numériques et technologiques, c'est la matière SNT. En fait, c'est de l'informatique. C'est de la culture informatique. Et dans le programme de SNT, on a un volet sur les réseaux sociaux. On a un volet sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi? Quelle est l'utilité? Quelles sont les dérives, les risques? Il y a même un débat avec les élèves. On a un débat en fin de chapitre sur quels sont les dangers des réseaux sociaux, justement. Sur le respect la préservation des données, c'est ça, absolument. Et tous ces éléments de l'RGPD, on leur dit ce que c'est que le RGPD, comment ça fonctionne, Règlement général de la protection des données. Et donc, ça, on le fait déjà, on leur explique, et nous on l'utilise. Moi, par exemple, dans mon programme, pareil, de première et terminale, il y a beaucoup de réseaux sociaux. On passe par je fais de la communication avec mes élèves en marketing, on étudie les réseaux sociaux, la communication virale. T'es obligé. Bah oui, ça veut dire c'est déjà intégré. Ça a déjà intégré le milieu éducatif et scolaire, parce que on a réformé les programmes et on a intégré du coup ces nouveautés. Peut-être pas l'intelligence artificielle parce que c'est encore tout nouveau. Ça va se faire, mais bien évidemment, je pense que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, à un moment ou à un autre, du rectorat, on va mettre en place une réforme. On va intégrer l'intelligence artificielle. Ça va être obligatoire. Bah oui, parce qu'on va leur apprendre à travailler avec. Je lisais un article hier dans un journal écrit par le directeur du comité scientifique de l'Éducation nationale. C'est exactement ce qu'il disait. Il disait ça doit être maintenant intégré comme un des outils de notre époque moderne. Absolument. Et elle façonne notre façon de travailler. C'est obligé. Et pour faire le pont avec ce que vient de dire Riyad sur le SNT,
Le SNT, c'est aussi le cas, l'enseignement des médias en français et en histoire-géographie, en EMC, comment on appelle ça, Éducation morale et civique. voilà, l'éducation morale et civique. Donc, tu as un volet en histoire-géographie, plutôt en français. Moi, je réfléchis en termes de lycée professionnel, mais sur tout ce qui est l'image, le média, etc. Donc là, on en parle beaucoup avec les élèves. Et puis en EMC aussi, parce que ça fait partie de l'éducation civique. C'est-à-dire que le citoyen, il a un rapport aux médias, il a un rapport à la loi, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc l'école, elle essaie de mettre de l'ordre dans ça. Juste la difficulté, c'est que l'école va beaucoup moins vite que la société. Okay. Il y a toujours un décalage, et c'est ça où il est le problème. C'est-à-dire que tu vas commencer à parler de ChatGPT une fois que les élèves, ils ont déjà utilisé, ils savent comment ça fonctionne. Donc ce décalage-là, ça a toujours été un peu comme ça en réalité. Ça a toujours existé. Ce décalage entre la société civile avec ses influences, les modes, etc. Et l'école, depuis son début, elle a toujours voulu être un temple en fait. Tu vois, un temple où on va garder les enfants pour les préserver, les éduquer, en faire des bons citoyens. Sauf que là, maintenant, c'est devenu tellement invasif, c'est-à-dire que ces modes et même les outils, ils sont entrés à l'école. Aujourd'hui, par exemple, le fait que tout le monde a un smartphone dans sa poche, en fait, on a affaire à un être humain qui est nouveau. Okay. C'est pas le même être humain des années 80. Quand tu veux appeler quelqu'un, t'appelles au téléphone, c'est ton père ou ta mère qui répond au téléphone. Donc, il y avait un contrôle aux frontières avant que... Donc, ils savaient. Aujourd'hui, quand tu veux atteindre quelqu'un, tu vas directement à la personne. Et ça change beaucoup de choses. Tu vois, le fait que les gens aussi ils mangent de moins en moins en famille, que les gens ils ont leur propre centre d'intérêt, distraction individualisé, ils ont des profils sur Netflix, sur les choses comme ça. Eh bien, on se retrouve avec des personnes. C'est un autre être humain auquel on a affaire. Et comme ce qu'il disait tout à l'heure, c'était très intéressant sur les codes et sur l'individu. Ben, en fait, il y a des codes qu'on n'a plus. Il y a une liberté qui est intéressante, qui est attirante, mais en même temps, ils vont s'affranchir de certains codes. Et ça peut mener à des errances, on va dire, citoyennes ou individuelles, des gens, une espèce de zombies. C'est ça. Sans compter un truc, je pense qu'on va pas s'étaler sur le sujet, mais c'est le problème des maladies psychologiques liées à Internet. Là, je lisais un article hier d'un un psychiatre, il disait on va au-devant d'une multitude de maladies psychologiques créées par le monde virtuel. Comme par exemple, il y a des exemples. La psychose. Ok. La psychose, la dépression. Là aujourd'hui, on avait déjà discuté de ça dans d'autres émissions sur d'autres médias, mais la dépression liée au contenu, c'est un fléau. Bien sûr, surtout chez les ados. Et les jeunes filles. Ouais, les jeunes filles, les adolescents, bien sûr. Les adolescents sont les plus touchés du point de vue psychologique. Et c'est pour ça que, par exemple, l'éducation nationale, aujourd'hui, il faut savoir ça, c'est que tous les élèves ont le droit à 10 séances gratuites, remboursées par la Sécu, chez le psy. Okay. En fait, on se prépare à une épidémie, parce que c'est pas un virus, mais pour moi, c'est le seul terme qui vient. C'est-à-dire qu'on va avec des gens qui vont devenir des espèces de psychopathes, des sociopathes. Pourquoi ? Parce que il va te voir, toi, un être humain normal, mais dans sa tête, il a passé du temps avec des mangas, des trucs de dessins animés, des trucs qui n'existent pas. Même aujourd'hui, on fait des films avec l'intelligence artificielle. Et on peut faire ce qu'on veut à l'intelligence artificielle. Et entre le différentiel entre ce monde virtuel, mais au bout d'un moment, les gens ne savent plus faire le jauger. Okay. Ouais. Voilà. Ça, c'est une vraie dérive. Moi, pour rebondir là-dessus, un adolescent aujourd'hui, justement, il ne maîtrise plus les codes sociaux et ils sont très conformistes. C'est-à-dire que on leur apprend comment il faut être. Ouais. Donc il y a les réseaux, c'est comme nous avant avec la télévision en fait. C'est juste un autre moyen. Nous à la télé, on nous montrait comment il fallait être musclé, comment fallait être coiffé, etc. Voilà, c'était des standards, on standardise. Et aujourd'hui, ces standards, ils se sont transférés aux réseaux sociaux parce que la télé, elle est plus utilisée par les jeunes. Les jeunes ne regardent plus la télévision. Les adolescents, ils n'allument plus la télé, ils sont principalement sur les réseaux, sur Internet de façon générale, Snapchat, TikTok, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, on a transféré des standards, on leur a dit voilà comment vous devez être. Si vous n'êtes pas comme ça, c'est pas normal. Et les adolescents, comme ils apprennent à se construire, parce que moi j'ai des adolescents, bien sûr, par mimétisme notamment, dès qu'ils ne rentrent pas dans les standards, ils sont rejetés, ils dépriment, et ça les affecte énormément, et ça les empêche d'avancer, ne serait-ce que sur le milieu scolaire, familial, s'épanouir sur leur passion, et ça développe des dépressions. Et on a plein de jeunes qui sont bloqués comme ça à cause de ce genre de phénomène qui existe et qui se développe de plus en plus. Et je parle même pas, on parlait des réseaux tout à l'heure et des dérives, des challenges.
Ouais. Aujourd'hui, il y a des challenges, c'est s'asphyxier, c'est des choses qui sont, et c'est étonnant, mais c'est des petits jeunes, c'est des adolescents. Pour eux, ils voient aucunement le danger. Je sais pas, il y avait un challenge, il fallait mettre un sac sur sa tête, je sais plus. Ouais, s'étouffer et tout, ouais. Ouais, Comme c'est tout ça, fait. ouais. À un moment, Ah fallait ouais, plus. ouais, ouais. Mais c'est super En fait, dangereux. tu frôles avec tu tombes dans les pommes et au dernier moment, tu le retires. Absolument, Mais c'était ça. mais Ouais, c'était ça. il y en a qui vont pas le retirer au bon moment. C'était ça. Et Ah ouais. donc, c'est des choses comme ça qui se développent. Mais pour eux, bah, ça fait partie de leur apprentissage, de leur éducation. Donc, Aujourd'hui, ils ont grandi avec ces choses-là, ils n'y voient pas de mal. Et justement, ça, c'est un des gros dangers des réseaux sociaux, des dérives des réseaux sociaux. Mais ça, je pense que ça, c'est aux entreprises qui proposent leur contenu, etc. Donc, je parle de TikTok, de Snapchat, etc. C'est à eux de modérer. réguler. Moi, Ouais, c'est eux de réguler ces moi, je pense problématiques. moi, je pense qu'il y a une solution quand même. Et parmi plein Mm. de choses, hein, je pense qu'il y en a plein. Parmi les solutions, c'est regarder ce que font les enfants des gens qui ont inventé ces outils. Regardez comment eux sont éduqués. Et quand vous allez voir que la majorité d'entre eux n'utilisent pas les réseaux sociaux, C'est qu'il y a un problème. non, c'est que leurs parents, ils les ont quand même mis au courant de certaines Des choses. dangers, parce qu'ils sont bien sûr. Non seulement ils n'ont pas le droit, ils ont même pas le droit d'avoir des smartphones. Et ils vont dans des écoles où les professeurs, ils ont des craies et des tableaux noirs à l'ancienne. Comment ça se fait que ceux qui... Et ce que je vous dis, c'est pas du complotisme, hein. Ouais. C'est des articles officiels dans des journaux qui ont pignon sur rue. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous vendent des produits dont eux-mêmes ne sont pas des consommateurs. Il faut se poser la question. S'ils étaient aussi bien que ça, ce seraient les premiers à le faire. Toi, t'inventes la solution. Ton enfant, il est là. Mais le premier à qui tu vas le donner, Bien c'est sûr, à lui. bien sûr. Mais c'est le contraire. Tu vas le donner à tout le monde, sauf à qui? Sauf à ton homme, à toi. Parce que Donc moi, je me dis, en étant un peu... Je prends du recul. Je me dis, s'ils font ça, c'est pas pour rien. bien sûr, ils sont absolument conscients des dérives et des dangers, puisque c'est eux qui ont créé l'outil. Tout à fait. Et ça, ils l'ont développé en amont. En amont, ils savaient très bien. Et c'est des ingénieurs qui sont derrière. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que quand c'est étudié, on anticipe. On voit quelles sont les problématiques, comment on pourrait gérer certaines formes de risques, etc. C'est des choses qu'on voit avant de lancer une technologie. Et bien évidemment que parmi les dérives, comme ils sont conscients des dangers de l'outil, ils préfèrent le proscrire. Tout à fait. On va terminer ce débat. Donc, pour information, donc toi, tu es champion du monde de lecture rapide. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais aussi avec ta formation, donc, ton centre de formation MK Academy? Ouais, la lecture rapide, en fait, c'est un ensemble de méthodes et de stratégies qui permettent de lire plus rapidement que ce qu'on a appris à l'école. Pour vous donner un exemple précis, c'est lire un livre de 200 pages en 1 heure. Ok. Ça permet de faire ça. Et c'est pas du tout une capacité extraordinaire puisque ça s'apprend. Il y a une méthodologie. Et malheureusement, dans les publicités, on voit que les gens ils te disent c'est comme si c'était magique. En fait, pas du tout. Il y a un programme à respecter qui est pas non plus long. Hein. Ça demande pas 2 ans d'entraînement. Hein. En quelques semaines, même des fois en quelques heures, tu peux doubler ta vitesse de lecture. Okay. Et nous, donc on fait de la compétition. La compétition, c'est un peu la phase un peu extrême parce que c'est des gens qui sont entraînés, qui font un peu que ça. Mais sinon, c'est des choses qu'on peut utiliser tous les jours. Et nous, avec l'académie, donc la MK Academy, on organise périodiquement des formations pour les enfants et pour les adultes. Voilà, les enfants, c'est à partir du CE1, CE2 pour les plus jeunes. En moyenne, on préfère que les gens viennent à partir du CM2 quand ils ont une certaine fluence. Mais sinon, voilà, les adultes aussi, ils sont les bienvenus en formation. Et j'ai écrit un livre sur le sujet, donc ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur le bouquin, donc la lecture rapide, la méthode du champion du monde aux éditions Retz. Les éditions Retz, c'est une maison d'édition qui a été créée. C'est une maison d'édition qui a été créée dans les années 80, au début des années 80, par le spécialiste français de la lecture rapide, François Richaudot, donc qui est mort dans les années 90-2000. Et il a monté cette maison d'édition avec beaucoup de références en pédagogie. Donc dans l'éducation nationale, par exemple, Rémi Brissot, qui est un des grands pédagogues des mathématiques, qui est mort il y a 2 ans ou 3 ans, c'est le pédagogue en mathématiques le plus connu de chez Retz. Donc voilà, il y a beaucoup de professeurs qui éditent chez eux. Donc c'est une maison d'édition sérieuse, c'est pas un truc farfelu, quoi. Okay. Et du coup, les compétitions, c'est quoi? On te donne un livre et après tu dois faire t'as des questions dessus, c'est ça? Ouais, les compétitions, t'as 3 niveaux. T'as les enfants, les ados et les adultes. En fonction de ton âge, t'as pas le même bouquin. T'as un bouquin qui est plus court, plus c'est jeune, plus c'est court. Et l'histoire est plus simple aussi. On te donne le bouquin, tu dois le lire. T'as 1h30, 2 heures maximum pour le lire.
Mais répondre aux questions après. Et après, le bouquin, tu ne l'as plus et tu dois répondre aux questions. Et tu as 20 questions ouvertes et tu dois répondre aux questions. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir pour cette merci à émission. toi. Donc, Merci beaucoup. Juste avant de Ouais, terminer, moi bien je sûr. voulais pas passer un message, hein, c'est aussi l'intérêt Bien de sûr. cette émission, et j'y tiens à cœur. C'est que moi, en tant qu'enseignant, voilà, moi ce que j'aimerais faire, c'est de cibler les jeunes adolescents et jeunes adultes, en leur disant, voilà, cette émission, l'objectif c'était aussi de dire, attention, on est dans une société où depuis des millénaires, on a des individus qui sont dans cette société qui ont un but précis pour la faire fonctionner. Ça a toujours existé. Et la société ne se résume pas aux réseaux sociaux et au monde virtuel qui a été créé aujourd'hui. La société, elle existe toujours. On a toujours des routes, on a toujours des gens qui empruntent ces routes, qui ont besoin de consommer, qui ont besoin de trier des déchets. Je veux dire, c'est la société, elle tourne. Et dans la société, il n'y a pas que les réseaux, c'est une partie infime, ça. Les réseaux sociaux, l'internet, le virtuel, l'intelligence artificielle, c'est des éléments qu'on va intégrer dans notre société, mais qui n'englobe pas toute la société. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et aujourd'hui, les jeunes, je veux qu'ils comprennent. C'est pour ça que on a voulu faire un peu cette émission, qu'ils comprennent que être influenceur, créateur de contenu, ça peut être bien. Moi, j'y vois aucun inconvénient parce que la société, elle se modernise. Je peux pas dire que c'est mauvais. S'il y a quelqu'un qui est passionné, qui a du vrai contenu, je sais pas moi, humoristique ou intellectuel ou quoi que ce soit à développer, pourquoi pas. Mais le monde entier ne pourra pas être créateur de contenu influenceur. Ouais. Ça sera limité. Il faudra avoir une appétence et peut-être, comme disait tout à l'heure Mohamed, tout le monde ne peut pas faire un métier. Tout le monde n'a pas l'appétence pour être plombier. Moi, je suis enseignant. Aujourd'hui, c'est pas n'importe qui devient enseignant. Pour être enseignant, il faut être pédagogue. Moi, à la base, quand j'étais enseignant, je pensais que fallait être une encyclopédie humaine. C'est pas vrai. Une encyclopédie humaine peut être un très mauvais enseignant parce qu'il n'a pas la capacité à développer, plutôt à transmettre ses connaissances à un public. C'est Ouais. humain. Ben oui, donc chaque individu est préconçu pour exceller dans un domaine qui peut être inné ou pas. Et donc, tout le monde ne pourra pas être créateur de contenu, tout le monde ne pourra pas être influenceur. Et aujourd'hui, on a besoin, comme de tout temps, hein, d'ingénieurs, de maçons, de plombiers, de mécaniciens. On a besoin de tout type de domaine. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils devraient se réveiller et se dire, voilà, j'ai envie de m'intégrer dans la société, de faire quelque chose de cohérent. Voilà, il faut qu'ils sachent que tout ce qui est création de contenu, influence, etc., ça se cantonne à du divertissement. Voilà, c'est un truc qu'on va utiliser de temps à autre, voilà. Mais la réalité, elle est tout autre. Et que si je veux m'intégrer dans la société, gagner de l'argent, avoir des responsabilités, me loger, plus tard, pourquoi pas me marier, etc., eh ben, j'aurai besoin de compétences, de connaissances, de qualifications autres que celles de mettre un téléphone et de danser ou de rigoler ou de faire des blagues. Non, mais c'est vrai, ça, c'est du divertissement pur et dur. Il faut que vous ayez des compétences. Faut que je sois. Alors, la question que je dois me poser quand je suis ado, parce que moi, j'ai beaucoup d'adolescents qui me demandent, mais je sais pas ce que je vais faire, etc. Premièrement, qu'est-ce que j'aime en dehors de tout ce qui est divertissement, bien évidemment. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me passionne dans la société? Qu'est-ce qui me passionne? Peut-être le contact, la relation client, je sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent nous passionner. Et dans quel domaine j'aimerais travailler? Et là où je me vois exceller, j'ai peut-être des compétences. Moi, j'ai des élèves, parfois on fait de la communication et je vois qu'ils sont très bons c'est-à-dire dans la communication, qu'ils arrivent à développer des affiches, ils ont une rapidité de réflexion, une imagination qui pourrait se développer dans l'événementiel, notamment dans la communication. Il y en a qui sont très bons en relation client, qui ont un contact. Je veux dire, chaque individu a des compétences qu'il peut développer. Et aujourd'hui, il faut se demander qu'est-ce que je peux faire demain, là où j'excelle, qu'est-ce que j'aime, où est-ce que je pourrais exceller et développer ces compétences-là. Vous voyez? Après, tout le monde ne pourra pas être influenceur ou créateur de contenu, etc. D'ailleurs, ceux qui se sont fait connaître aujourd'hui, pourquoi ils se sont fait connaître? Parce qu'ils ont apporté, je pense à Nasdaq, à Hachimi, etc. Ils ont apporté une vision totalement décalée. Ils ont apporté un truc loufoque. Justement, aujourd'hui, on est à la recherche de buzz, de choses originales, atypiques. Eux, ils ont apporté quelque chose de très original, très atypique. Quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner en temps normal. Du coup, les gens, ça les a alertés et ça crée le buzz. Mais ça va s'essouffler à un moment ou à un autre. Et comme tous les influenceurs se sont essoufflés, hein. Vous voyez, à chaque fois, on a eu des influenceurs qui sont venus sur le devant, qui se sont fait connaître pour une chose, puis un ou deux ans après, on les voit plus, parce que ça n'a pas été pérennisé. C'est la société de consommation. C'est ça, voilà, on consomme et on jette absolument. Et ça, faut savoir que le divertissement, à un moment, voilà. C'est de la consommation. C'est ça, absolument. Voilà, moi, je voulais finir sur ces paroles-là. Merci pour ce beau message, en tout cas. Notamment. En tout cas, pareil, comme on l'a dit aux jeunes, on les incite bien sûr à se faire plaisir, à créer, mais n'oubliez pas l'essentiel et comme tu as dit, s'intégrer à la société et trouver quelque chose qui vous passionne et que vous aimez. Encore merci, monsieur. C'était un honneur de vous avoir ici sur le micro de Rocaes. Et comme dirait Asto, que du love.